Lorsqu'on m'a demandé de faire des conférences, à l'occasion, n'est-ce pas, de ma nomination, j'ai accepté de visiter les écoles et de parler de la Deuxième Grande Guerre et de mon expérience personnelle. Mais disons que avant d'être nommé colonel honoraire, jamais je parlais de cette expérience-là. Parce qu'il y avait une sorte de pudeur, n'est-ce pas, de raconter ce qu'on avait vécu. Disons, une pudeur par respect pour ceux qui sont décédés, des compagnons, des camarades. Alors, pourquoi eux sont décédés et que nous avons survécu? Je remercie tous les jours, je remercie la Providence de m'avoir sauvé la vie et de rester quand même relativement en bonne santé. Alors, c'était un peu gênant de parler de notre expérience, mais en étant nommé colonel honoraire, eh bien, c'était mon devoir de faire des conférences et je ne regrette pas de faire cette expérience-là. Parce que je sais que beaucoup de jeunes sont intéressés à savoir ce qui s'est passé. Évidemment, plusieurs n'étaient pas nés à ce moment-là. Alors, c'est la raison pourquoi j'ai accepté de faire ces conférences. Donc, je dois dire que la conférence, dans mes conférences, je ne parle pas exclusivement de moi-même. C'est une expérience que je partage avec mes camarades, des nombreux camarades qui ont fait partie des escadrilles de bombardement. Alors, je ne suis pas ici pour me vanter, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais ce que j'ai fait, des milliers l'ont expérimenté. Plusieurs ont vécu ces expériences. Alors, c'est en toute objectivité et ce que je vais vous raconter, ce sont des faits. Il n'y a aucune fabulation dans ce que je vais vous dire. Et disons qu'on parlait de respecter ceux qui sont décédés. Il y en a 10 000, au-delà de 10 000 aviateurs canadiens qui sont décédés dans l'aviation, des équipages de l'air. Donc, après, pourquoi d'abord je me suis enrôlé dans l'aviation? Je dois vous dire que dans les années de la guerre 39-45, alors lorsque la guerre s'est déclarée, c'est important que je vous le dise, c'est qu'il n'y avait pas de conscription. Ceux qui rentraient dans l'aviation étaient volontaires à 100%. Alors, parce que le gouvernement avait promis qu'il n'y aurait pas aucune conscription. C'était volontariat seulement. Lorsque la guerre s'est déclarée, j'ai un de mes frères qui était en rhétorique et puis il voulait faire une carrière dans l'aviation. Il s'est enrôlé et il a passé, en fin de compte, tous ses examens. Il a été muté en Angleterre et il a fait partie de l'équipage de bombardiers des Wellington et il a été descendu au-dessus de la Hollande et est enterré là dans un magnifique cimetière. Ça, c'est en 1942 qu'il a été décédé.
Entre-temps, avant 1942, j'étais dans mon cours classique et j'avais fait mes versifications et ça n'allait pas très bien dans mes études pour toutes sortes de raisons. Alors, j'ai été sur le marché du travail et j'ai décidé de suivre un cours de rafraîchissement, recyclage, pour pouvoir m'enrôler dans l'aviation pour rejoindre mon frère. Alors, c'était un recyclage de 3 mois. Et lorsque ça a été terminé, eh bien là, j'étais éligible pour faire partie de l'aviation. Et à ce moment-là, mon frère a été descendu en 1942. Et lorsque j'ai passé au recrutement, on m'a dit, mais il dit, votre frère vient de décéder, et vous voulez y aller quand même? J'ai dit oui, je veux aller le venger. Ça, j'aime pas le mot vengeance, mais à cette époque-là, quand quelqu'un était dans la famille qui était décédé au front à la guerre, eh bien, ça criait vengeance. Et moi, c'est pas surtout vengeance, comme je trouvais que je me sentais mal à l'aise chez nous dans un confort relatif et je voulais prendre la relève. Alors, c'était une note marquée sur mon dossier qui avait l'officier l'avait impressionné. Et cette note-là, n'est-ce pas, m'a aidé à passer à travers toutes sortes de difficultés, en ce sens que tous ceux qui rentraient dans l'aviation voulaient être pilotes. Il y en a des milliers qui se sont enrôlés et tout le monde ne va pas être pilote. Parce qu'il y avait besoin dans un équipage, il y avait besoin des sans-finis mitrailleurs, des bombardiers pointeurs, des ingénieurs, des mitrailleurs. Alors, mais le but visé, là, ce qui était de mieux, c'était d'être pilote. Alors, c'est... Pour quelle raison on s'enrôlait? Moi, j'ai donné ma raison. Aussi, il y a le goût de l'aventure, n'est-ce pas? Des raisons patriotiques aussi. Des raisons aussi de se surpasser, de faire quelqu'un. Parce que laisser un cours comme ça, moi, ça m'a affecté ma confiance en moi. Et puis, je voulais prouver à moi-même que je pouvais faire quelque chose. Alors que tout était... les instructions étaient en anglais. Et moi, je ne parlais pas l'anglais du tout. Alors, les cours se donnaient en anglais à l'époque. Alors, c'était... il fallait se débrouiller et travailler très fort. Alors, j'ai vu passer assez rapidement là-dessus, mais c'était important que je vous le dise. Donc, tout le monde voulant être pilote, il fallait en éliminer, n'est-ce pas, en cours de route. Alors, nous avons suivi, ceux qui ne parlaient pas l'anglais, ont suivi un cours d'anglais à Toronto. Et puis ensuite de ça, il y avait des cours théoriques à Victoriaville. Et pour ensuite commencer à voler. Alors, en chemin, là, il y en a éliminé plusieurs. Définitivement, c'est toutes sortes de raisons. Et lorsqu'on commençait à voler, aussi, c'était des épreuves à passer. Et ça dépendait des fois de l'instructeur, pour toutes sortes de raisons. En cours de route, là, c'est-à-dire au Cap de Madeleine, un petit avion, bien là, il y en éliminait encore quelques-uns. Et alors, j'ai réussi au Cap de Madeleine à passer. On appelait ça un Fleet Finch. C'est un petit avion, 2 ailes superposées. Et c'est la première fois, la sensation qu'on a là, de voler
seul, on appelait ça faire son solo. Après 5-6 heures de vol, là, on nous envoyait, t'es tout seul, tu pars. Et puis là, c'était à la minute de vérité. Il fallait partir, et puis voilà, ça fait une drôle de sensation. Mais moi, je suis pas mieux qu'un autre, mais je vais vous dire, là, en toute franchise, là, je vous le dis, je suis pas mieux qu'un autre. Mais moi, j'ai la foi. Hein? Et puis, des fois, je disais, ben, je fais mon possible, le Seigneur va m'aider pour la balance. S'il veut que je passe mes épreuves, ça va aller. Sinon, bien, je fais d'autres choses, c'est tout. Puis on va aller, n'est-ce pas, au-dessus du Cap de la Madeleine. Et puis, au Cap de la Madeleine, vous savez qu'il y a des lieux de pèlerinage à Sainte-Vierge, en qui j'avais beaucoup de confiance. Alors, tout ça m'aidait à passer à travers. Et finalement, j'ai gradué au Cap de la Madeleine. Et pour ensuite être transféré, être muté à Saint-Hubert sur les Harvard. Les Harvard, ça, c'est un avion pour l'entraînement de chasse. Ce magnifique avion a volé une fois qu'on sait comment faire. C'est très, très agréable, mais c'est encore là, ça c'était encore la minute de vérité. Si vous passez si vous réussissez à passer des examens sur un Harvard, eh bien, j'ai été capable de voler n'importe quel avion par la suite. Alors là encore, j'avais toujours avec le problème d'anglais, n'est-ce pas, des cours en anglais, des instructions en anglais tout le temps. Disons que j'ai réussi quand même à avoir les ailes que j'ai ici. Ça, c'était le summum là, pour un jeune là, d'avoir les ailes de pilote. Ça voulait. Tout le monde visait à avoir ça. Alors là, j'ai revenu, ma confiance est revenue, la confiance en soi est revenue. Là, il n'y avait rien à moins d'épreuve. Comprenez-vous? Ça, c'était un des plus beaux jours de ma vie lorsque j'ai gradué avec les ailes. Et puis, j'étais destiné à être pilote de chasse, c'est ce que je voulais. Donc, après avoir eu mes ailes, on a suivi des cours intensifs. Tout ça, évidemment, là, durant cet entraînement-là, entraînement théorique, culture physique, etc., il y a beaucoup d'épreuves à passer. Alors donc, une fois j'ai reçu les ailes, j'ai eu mes ailes, eh bien, j'ai été muté à Valleyfield pour un cours de commando durant un mois de temps. Ça, on sort de là, on est en forme physique exceptionnelle. Et puis après ça, bien, j'ai été muté en Angleterre. Et rendu en Angleterre, étant donné que j'étais destiné à être pilote de chasse, remarquez bien, je vous le dis encore, là, ce que j'ai vécu, il y en a des milliers qui ont vécu ça. Hein? Bon. Alors, je parle toujours au nom de mes camarades, mais parfois, ben, j'ai des notes personnelles, évidemment. Alors, donc, j'arrive en Angleterre, et puis, là, il y avait trop de pilotes de chasse. Alors, on m'a désigné comme pilote de bombardier. Alors, j'ai fait un entraînement en Écosse sur un petit avion à 2 moteurs. Ensuite, un avion moyen, un Wellington, dans le centre de l'Angleterre. Et ensuite, pour être entraîné sur un 4 moteurs. Alors là, quand on arrive tout près d'un 4 moteurs, avec un instructeur qui va nous entraîner sur les 4 moteurs, on se dit, vas-tu être capable de voler ça? C'est un bétail épouvantable. Vous voyez ici comment est-ce que c'est lourd. Alors,
mais toujours référé à ça, une fois qu'on a eu nos ailes, on était capable de piloter n'importe quel avion au monde. Alors, étant jeune, n'est-ce pas, on se dit, on va le faire. Mais avant ça, il fallait, avant d'aller être entraîné sur les 4 moteurs, il fallait réunir un équipage. Alors, l'équipage, ça comprend 2 mitrailleurs, ça comprend un bombardier pointeur, ça comprend un ingénieur, un navigateur et un sans-félice mitrailleur. Bref, c'est l'équipage de 7 personnes, mais il faut recruter 6 personnes. Et personnellement, on m'avait exigé que tout mon équipage soit parfaitement bilingue, qui parlait français, parce que je parlais mal anglais. Alors, pourquoi qu'il exigeait ça? C'est que lorsqu'il y a, dans une période très difficile de danger, eh bien, la réaction se fait dans la langue maternelle. Et c'est vrai. Je l'ai vécu, c'est vrai. Alors donc, c'était un problème parce que des ingénieurs, il y en avait beaucoup il n'y en avait pas beaucoup qui parlaient français. La majorité, c'était des gens, des ingénieurs d'Angleterre, dans la RAF. Mais heureusement, j'ai réussi à avoir un Canadien qui avait été entraîné en Angleterre et qui était parfaitement bilingue. Sa mère était canadienne-française. Alors, ça allait très bien. Alors, en arrivant à l'escadrille, c'était à l'entraînement encore. Après avoir évidemment gradué dans tous ces domaines-là. Et là, c'était l'émission. Avant de parler d'une mission, qui est peut-être ça qui va vous intéresser, l'action en particulier. Est-ce que vous m'entendez bien en arrière? Oui, merci. Alors, voyez-vous, le pilote de bombardier, le bombardier ici, je ne sais pas si vous voyez les chiffres, mais c'est un bombardier de marque 3. Il y a plusieurs marques. Le marque 3, c'était le plus récent. Alors, vous voyez la longueur. Vous autres, vous travaillez en mètres. Hein? C'est en mètres, vous autres. Alors, 21,82 mètres. L'envergure, 31,75 mètres. Surface de voilure, 118,45. Moteur, ça c'est important. C'est 4 Bristol Hercule. Des moteurs en ligne. L'armement, 9 mitrailleuses de 7,7 mm. Et puis, on pouvait, sur l'armement, transporter 5895 kg de bombes. Ensemble, 13 000 tonnes de bombes. Alors, c'est des bombes. Et puis, la masse totale, voyez-vous, 65 000 livres, 29 485 kg. Vitesse maximum, 454 km/h. Et plafond maximum, 25 000 pieds, 7 300 mètres. Autonomie, là, je me souviens plus de ça, par exemple. Mais l'équipage, 7 membres d'équipage. Alors, après avoir subi tous ces entraînements intensifs, passé à travers toutes sortes de difficultés, en arrivant sur l'escadrille, immédiatement, c'est l'entraînement. Alors, l'escadrille, c'était l'escadrille 425 Alouette. C'est une escadrille canadienne-française. Et tout pilote qui avait gradué dans ces années-là, eh bien, voulait aller sur l'escadrille des Alouettes parce qu'elle avait une réputation renommée d'efficacité
réalisé beaucoup de bombardements. Alors, on se sentait un peu chez nous en arrivant sur l'escadrille. Ça parlait français. Et le commandant était un Canadien français. Lui, il n'était pas préoccupé à l'époque. Ça, ici, les boutons, hein, sont faits plus ça, maintenant les boutons, c'est changé. Autrefois, il fallait frotter des boutons. Alors lui, il n'était pas question d'avoir des boutons bien astiqués ou des souliers ou des bottes bien astiquées. Non. Lui, c'était l'efficacité. Beaucoup d'entraînement et de la discipline et de l'esprit de corps. Ça, c'était important. L'esprit de corps sur l'escadrille des Alouettes, on voulait faire honneur, n'est-ce pas, à notre province, aux Canadiens français. On donnait le meilleur de nous-mêmes. Alors, l'esprit de corps en temps de guerre est extraordinaire. On devient une grande famille, comme des frères, et ça crée une atmosphère exceptionnelle. Mais c'est l'esprit de corps, je tire une parenthèse, c'est l'esprit de corps, lorsqu'on est retombé dans la vie civile, cet esprit de corps-là, on ne peut pas le retrouver. C'est pas la même chose, parce que, évidemment, sur l'escadrille, on sent déjà le danger. Hein? Quand un équipage part sur un bombardement, puis ne revient pas, on rentre dans des baraques et puis on voit des lits vides, complètement vides. On se dit, est-ce qu'ils sont disparus? Est-ce qu'ils sont tués? Je ne sais pas. Alors, il y a une atmosphère exceptionnelle. Et c'est en période de guerre, puis la période de paix, c'est pas la même chose. En passant, je vais vous dire en affaire, la guerre, c'est pas drôle. Hein? C'est pas drôle. Alors, mais le Canada, ici, je tire une parenthèse, je reviendrai à l'action tout à l'heure, c'est que quand je vous ai dit que le Canada avait déclaré la guerre en 1939, il n'y avait aucune question de conscription, mais en 1942, là, ils ont déclaré la conscription. Ça fait toute une histoire. Alors moi, à ce moment-là, en 1942, j'avais 18 ans. Et l'idée de ça, de s'enrôler à 18 ans, c'est que on pouvait choisir, on était 100% volontaire, on pouvait choisir la branche qu'on voulait. Alors, moi, c'était l'aviation, évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, parce qu'à la conscription, rendu à l'âge de 20-21 ans, on venait vous chercher. J'étais obligé d'y aller. J'étais obligé de joindre les forces armées. Alors là, vous ne pouviez pas choisir. C'est que le recrutement vous envoyait soit dans l'armée, dans la marine ou dans l'aviation, mais c'était surtout dans l'armée. Alors, en étant volontaire, on avait l'avantage de choisir la branche qu'on voulait perfectionner. Donc, je reviens tout ça pour dire là, que les gens, la majorité des gens sur l'escadrille étaient des volontaires et ce qu'on voulait, c'est de faire d'être le plus efficace possible. Donc, je tombe maintenant, peut-être la partie qui va vous intéresser le plus, c'est si je vous disais, qu'est-ce qui arrivait quand il était question d'aller bombarder? Donc, notre équipage est formé, on arrive sur l'escadrille, on subit encore un entraînement et le pilote fait une expérience avec un autre équipage qui s'en va comme second pilote pour savoir comment ça se passe un peu là quand on va au-dessus de la cible. Alors, donc,
On avait, excusez-moi, je dois vous situer avant où nous étions en Angleterre. Alors ici, vous avez l'Angleterre. On était dans le centre-nord de l'Angleterre, dans le Yorkshire. Et puis, le but de nos bombardements, c'était quoi? C'était pour bombarder les usines de guerre, pour freiner la production de guerre en Allemagne. Parce que les Allemands, je dis en passant, là, on pouvait détruire certaines usines, mais 2 semaines après, ils s'étaient rebâtis. Les Allemands, c'était des gens très, très disciplinés et des grands travaillants. C'était des bons soldats et des bons aviateurs aussi. Alors, on bombardait la vallée de la Ruhr. Je le vois ici, Berlin. Ici, dans ce coin-ci, là. La vallée de la Ruhr. Parce que c'est dans la vallée de la Ruhr que se trouvait la majorité des usines de guerre. Mais on pouvait bombarder aussi d'autres endroits, Berlin. On pouvait bombarder Hanovre, ainsi de suite, d'autres endroits en Angleterre, Duisburg, etc. Alors, c'est surtout tout ça, c'était pour freiner la production de guerre. Donc, une fois l'entraînement réalisé en Angleterre, à l'escadrille, là, c'était, disons que je suis arrivé en novembre 1944, à la fin de la guerre. Je suis arrivé exactement le 20 novembre. Alors, c'est là qu'à ce moment-là, il donnait le coup de gaz en Allemagne. Hein. Il y avait des bombardements jour et nuit. Nous, de l'aviation royale canadienne, puis la Royal Air Force, bien, on volait surtout de nuit. Parce que nos équipages étaient entraînés pour être autonomes. Alors que les Américains, eux autres, ils ont déclaré la guerre en 1942, alors ils ont formé des équipages en vitesse, et puis ils prenaient les plus qualifiés comme navigateurs et comme pilotes, et eux, les Américains, bombardaient de jour, mais nous, c'était de nuit. Alors, tout ça était très bien organisé. Donc, supposons que je vais vous raconter le soir où j'ai fait un bombardement et j'ai été descendu par un chasseur et également des obus anti-avions, des canons anti-avions. Alors, j'avais fait quelques bombardements et puis ça arrivait parfois, on pouvait faire un bombardement de jour. J'en ai fait un la veille de Noël, le 24 décembre, et j'avais bombardé l'aéroport de Düsseldorf. L'aéroport de Düsseldorf. La seule opération de jour que j'ai faite. Mais là, il y avait des centaines d'avions qui s'en allaient pour bombarder l'aéroport. C'est là que j'ai réalisé que les Américains, ils ont envoyé faire, les Américains, quand ils arrivaient au-dessus de la cible, dans le jour, là, quelques minutes avant d'arriver au-dessus de la cible, ouais, ils arrivaient, c'était comme les oies blanches, là, en forme de V. Alors, là, quelques minutes avant, il plaçait l'avion sur le pilote automatique.
Et puis là, c'était défendu de contrôler l'avion manuellement. Alors, ça avançait vers la cible. Alors, les Allemands, puis ils étaient collés ensemble, tout ça, exactement comme les autres. Puis là, ils tiraient dans le tas, puis ils se faisaient descendre comme des mouches. J'ai beaucoup de respect pour les Américains, moi, parce que la crème de la jeunesse américaine, ils en ont perdu des milliers. Et j'ai connu les Américains au camp de concentration. C'était des gars formidables. Alors, tandis que nous, on était autonomes, on volait surtout la nuit. Alors, donc, la façon que ça fonctionnait, disons que, oui, j'ai parlé du raid de jour, excusez-moi. J'ai parlé du raid de jour pour vous dire que j'avais été touché dans mon moteur gauche. J'ai perdu un moteur ensemble. Je ne peux pas plus, il était inaccessible. Alors, j'étais sur trois moteurs seulement. Alors, après avoir bombardé, il y a une bombe qui a été accrochée et puis on ne pouvait pas s'en débarrasser. Alors, on revenait à la base et voici que, en passant près en Normandie, à Calais, il y avait une poche, là, où les Allemands, les Alliés avaient avancé, puis ils ne s'étaient pas occupés des autres. Alors, ils étaient pris, les Allemands étaient pris, là, les autres, dans une poche, là. Mais ils étaient alimentés en armement, en nourriture, par leur avion. Alors, moi, c'était la veille de Noël, puis on s'en allait clopin, parce que j'étais juste sur trois moteurs. Alors, tous les autres avions qui s'en allaient à une plus grande vitesse, eh bien, là, on était seuls, mais on avait confiance, parce que j'avais vu un Mustang américain passer, qui surveillait, tout ça. Alors, moi, j'étais complètement dans la lune à un moment donné, parce que je pensais à la fête de Noël, la famille va se réunir, puis il va y avoir le réveillon, la messe de minuit, etc. Puis, tout d'un coup, j'entends, n'est-ce pas, nos buts anti-avions éclater. Pas besoin de vous dire que ça réveille énormément. Alors, on avait une tactique pour éviter ça, plonger à droite, descendre, monter, ainsi de suite. J'ai réussi à m'en exempter, mais c'était tellement, on est tellement passé proche, ça sentait la poudre, la poudre de canon dans l'avion, ça sentait la poudre. Et puis, donc, on a atterri, mais en s'en allant, voyez-vous, j'ai été touché d'environ à 10 000 pieds. Puis quand on a descendu, bien, la bombe qui était accrochée dans ma soute, là, bien là, s'est décrochée avec la chaleur. Alors, il fallait atterrir avec une bombe dans la soute. Alors, dans un endroit là, spécialement pour ça, là, un endroit d'urgence, dans le sud de l'Angleterre. Et puis, c'était assez dangereux dans ce sens, c'est que les portes de la soute étaient très minces, très minces. Alors, un mauvais atterrissage, la bombe passe à travers, ça éclate. Alors, les membres de mon équipage étaient très inquiets. Mais j'avais confiance, parce que j'avais pas de problème pour piloter. Là. Alors, j'ai fait un atterrissage parfait, mais surprise, c'est quand on a stationné, n'est-ce pas? Il y avait différents endroits à stationner les avions. Alors, on a débarqué, puis là, mon avion était plein de trous. Et mon Saint-Félix Missoria avait un éclat d'obus ici, sur son veston.
Alors, le lendemain, on était supposé retourner à notre escadrille, mais mon avion était absolument hors d'ordre, fini. Je ne pouvais plus l'utiliser. Je vous dis ça parce que j'avais un avion flambant neuf quand j'ai commencé, mais là, je ne pouvais plus l'utiliser. Donc, on retourne sur l'escadrille et c'est là que le problème a commencé. Le lendemain, on était cédulé pour un autre raid, puis on m'a donné un avion qui avait déjà une quarantaine de missions, qui avait été en service une quarantaine de missions. Alors, j'avais pas trop confiance en cet avion-là, parce qu'on fait toujours, n'est-ce pas, une vérification avant de partir. C'était pas ce qu'il y avait de mieux. Alors, tout de même, question d'orgueil ou question de ne pas passer pour lâche, si l'avion, les moteurs étaient corrects, on ne pouvait pas refuser quoi que ce soit. Il fallait suivre les ordres, à moins d'avoir un grand dérangement. Mais en autant que tout était semblait en ordre, bien, il fallait accepter. Mais je n'avais pas de confiance du tout à ça. Donc, ce soir-là, on nous demande de se présenter dans une salle. Les membres, tel pilote avec son équipage, il peut y en avoir une dizaine, de convoquer avec leur équipage à un certain endroit sur l'escadrille. Alors, quand tout le monde est arrivé, là, on voit, n'est-ce pas, leur dos, une liste des pilotes, et en dessous, tout l'équipage. Et puis là, on vérifie, on voit si tout le monde est arrivé. Une fois que tout le monde est arrivé, là, on nous transfère de salle. On appelle ça la salle de briefing, une salle de conférence, juste avant de partir. Alors là, on barre les portes parce que, pour éviter toute indiscrétion, pour ne pas renseigner l'ennemi. Soit dit en passant, il y avait beaucoup d'espions en Angleterre, comme il y avait beaucoup d'espions anglais en Allemagne. Mais l'espion, les Allemands, ils étaient très, très, très renseignés. Pourquoi qu'on barrait les portes? Parce que là, on nous disait, ce soir, vous allez bombarder, disons, un Havre. Alors, si quelqu'un sort le nom qu'on va bombarder un Havre, des Allemands, c'est pas non qu'ils le savent. Et puis, ils nous attendent avec, comme on dit, avec une brique et un fanel. Là. Alors, tout ça pour garder le plus grand secret possible. Alors, le début du bombardement, c'est comme ça que ça se passe. On est convoqués, puis on est dans la salle de conférence, et puis là, on nous dit, comme ce soir-là, moi, on me dit qu'on était pour bombarder Hanovre. Je ne sais pas si on le voit ici, là. C'est dans le centre-nord de l'Allemagne. Vous avez Dresde ici. Moi, je ne sais pas c'est avec qui. Dortmund. Je ne le vois pas. Il n'apparaît pas sur toutes les cartes. Berlin ici. Non, je ne le vois pas. C'est en ligne, presque en ligne avec Berlin. Hanovre, c'est un centre de chemin de fer. Partout, il y a beaucoup de rails de chemin de fer. C'est un qui distribue à travers l'Allemagne. C'est un poste, c'est un centre de chemin de fer très important et aussi des usines. Donc, au bord de Hanovre, on nous donne une petite carte miniature qu'on attache ici, le pilote qu'on attache sur son genou, et le navigateur, lui, prend des notes
Bon, on nous dit, par exemple, vous allez partir, on partait toujours, puis la tête de nuit, on partait toujours à la tombée du jour. Alors, vous allez partir à telle heure, rendu après tant de minutes, vous montez à telle autre à telle hauteur. Rendu à cette hauteur-là, vous pouvez tourner à gauche à une autre hauteur, et ainsi de suite. On zigzague à travers le trajet pour dépister des Allemands. Et évidemment que pendant la guerre, c'était le blackout, on dit la noirceur totale à terre et partout pour pas être détecté. Alors, donc, on s'en va à différentes hauteurs. La minute qu'il a commencé à faire noir, là, je m'aperçois ici, dans l'aile, dans le moteur gauche, intérieur. Là, le tuyau d'échappement commence à rougir. Alors, plus on avançait, plus rougissait. Et trop tard, on pouvait retourner quand il y avait des grands des défauts de ce genre-là. Mais là, on ne pouvait plus. C'était le point de non-retour. Il fallait continuer. Donc, je m'aperçois, alors j'ai dit à mon équipage, mais vigilance, nous sommes très vulnérables. Alors, spécialement pour les mitrailleurs, soyez très vigilants. Donc, on continue et on fait la discipline d'usage, à savoir que à mi-chemin, on envoyait des petites palettes très minces de métal. Même genre de métal qu'on a dans les papiers, dans les paquets de cigarettes. Là. Alors, c'est très mince, ça fait à peu près 1,5 pied de long et 2 pouces de large. Aussi, il y a des centaines, on largue ces petites palettes-là. Tous les bombardiers, à un moment donné, là, ils larguent ces petites palettes de métal. Pourquoi? Parce que les Allemands, ils étaient bien organisés, il y avait des radars. Alors, en envoyant ces petites palettes-là, bien, ça brouille le radar. Alors, ils ne peuvent pas nous voir, nous détecter facilement. Contrairement à ce qui se fait dans le jour. Alors, la nuit, ils ne pouvaient pas. Mais, donc, c'était la tactique qu'il fallait suivre, et toujours alerte, parce qu'il y avait des chasseurs qui circulaient, évidemment. Mais à la fin de la guerre, il n'y avait pas tellement. Mais fin novembre, là, puis décembre, là, ils ont sorti beaucoup de chasseurs. Donc, quelques minutes, je dois vous dire, avant, on a fait le briefing de la conférence, mais soit dit en passant, c'est qu'avant la conférence, il y a une équipe, il y a des équipages très perfectionnés. Ils partaient secrètement en mission, eux autres, une demi-heure avant nous. Alors, leur rôle, c'était de voler au-dessus de la cible à des très basses hauteurs, disons 500 pieds, 600 pieds. Et eux, leur rôle était de larguer des fusées de différentes couleurs, rouge, verte ou jaune, et parfois blanche. Pourquoi? Bien ça, les autres, c'était la crème des équipages, évidemment, des gens très
très bien entraînés. Et c'était quoi, des Mosquitos, plus tard des Lancaster, mais surtout des Mosquitos, parce que ça se manie plus rapidement. Alors, les autres, leur rôle, c'était de jeter ces fusées-là le plus près possible de la cible. Alors, s'ils manquaient leur coup, il fallait qu'ils reprennent avec une autre couleur, ainsi de suite. Et en cours de route, on recevait le Saint-Félix mitrailleur recevait le message, vous allez bombarder couleur verte ou couleur rouge, selon le cas. Alors, donc, c'est comme ça qu'on pouvait bombarder avec le plus de précision possible. Donc, chemin faisant, toujours le tuyau d'échappement qui était rouge, là, j'avais l'impression, j'avais un sentiment que ce soir, il m'arriverait quelque chose. Alors, j'ai serré les courroies de mon parachute parce que la discipline, c'était de serrer le parachute tout le temps, mais on était comme pliés, comme ça. Alors, quand on était 6-7 heures à piloter un bombardier, puis plié de même, là, ça devient un peu dur pour les reins. Alors, on détachait un peu notre courroie. Ça, c'était interdit. Malheureusement, c'était interdit. Mais là, j'ai serré ma courroie. Parce que si vous sautez puis votre courroie n'est pas serrée, sautez en parachute, vous pouvez vous casser les jambes. Alors là, j'ai dit, je prends pas de chance, je serre mes courroies. Alors, quelques minutes avant d'arriver à la cible, là, on voit à gauche, ici, là, voyez-vous, environ 350 degrés ici, là, bon, des fusées parachutes tombent. Donc, c'est un chasseur. On ne l'a pas vu. C'était rapide, c'était un jet, à jet. Alors, parce que les Allemands avaient des pilotes à jet, bien avant nous autres, des Anglais. Alors, le fusée parachute, très clair, c'est du éblouissant. On ne pouvait pas voir le chasseur. Le mitrailleur non plus. C'était la tactique allemande, ça, de nous dépister avec plus de précision. Alors, leur tactique était ça. Les fusées tombent assez lentement et éclairent des bombardiers qui se dirigent vers la cible. Alors, ça fait des silhouettes, ce qui les permet de voir mieux leur cible. Mais soit dit en passant aussi, il faut signaler que ce soir-là, c'était un très grand bombardement, 550 bombardiers. Alors, quand ces bombardiers-là arrivent près de la cible, c'est comme un essaim d'abeilles. Puis le danger, c'est de se faire descendre par les canons anti-avions, c'est de se faire descendre par les chasseurs, et aussi de faire des collisions. Alors, on vient très, très près. Alors, il y en a qui bombardent par étage, disons 20 000 pieds, d'autres 19 000 pieds, d'autres 18. Moi, j'étais environ tout près de 20 000 pieds. Alors, puis on doit bombarder à une telle heure précise. Disons que 19 heures. Alors, pas à 19h01, pas à 18h98. C'est absolument précision parce que tout est synchronisé pour éviter justement des collisions. Alors, si toutefois vous arrivez à la cible avant le temps, alors il fallait tuer le temps. On zigzaguait de gauche à droite comme ça pour tuer le temps.
pour bombarder à l'heure précise. Mais ça, ce zigzag-là, zigzaguer comme ça, c'est dangereux aussi de faire des collisions. Alors, il fallait absolument être très alerte. C'était court, mais assez stressant là, à ce moment-là. Donc, fusil parachute tombe, silhouette. À un moment donné, un éclat d'obus, un obus éclate en dessous de mon avion. Et j'avais toutes mes bombes. Hein. J'avais 10 000 livres de bombes ce soir-là. 10 000 livres, ça fait combien en kilogrammes, là? Excusez-moi, je n'ai pas fait de calcul. Mais, ouais, ça fait 10 000 livres de bombes. Alors, ça éclate en dessous. On a été soulevés comme une feuille de papier. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas touché les bombes, sinon on a été soulevés. Alors, vous voyez la pesanteur de ça. Il y a 65 000 livres, mais ce soir-là, ben, on pesait. C'était pas 65 000, mettons 55 000 livres. C'est du monde, ça. C'est lourd. Alors j'ai dit, ça y est, on a des problèmes. Aussitôt fini de penser à ça, et là, il y a le chasseur qui avait laissé tomber ses fusils parachutes. Évidemment, il y en a en dessous, il les a tirés. Ici, dans le réservoir, pardon, dans le réservoir du moteur droit ici. Alors, les réservoirs à essence étaient surtout dans cette aile-là, puis il y en avait dans la gauche, mais surtout ici. Les Allemands savaient où tirer, parce qu'il y a beaucoup de bombardiers qui ont été descendus, puis ceux qui tombaient, ils éteignaient le feu, puis là, ils examinaient l'avion, ils ont examiné les bombardiers, ils savaient exactement où étaient nos réservoirs. Alors, il nous a touchés, là, l'avion a pris en feu. Comment est-ce que je suis rendu, là? Prenez tout votre temps. Oh, oui, bon. Alors, là, l'avion a pris feu, et là, je pouvais avoir, en fin de compte, des fusées, là. On était tout près de la cible. Et on a essayé d'éteindre le feu. Ça donne un bon coup aussi, malgré tout, là, avec... ça passait à travers les réservoirs, puis ça n'a pas été long, le feu a pris immédiatement. Là, on pouvait essayer d'éteindre le feu avec un système, parce qu'il y avait de l'hydrogène dans nos réservoirs pour empêcher les explosions. Mais ça, le nitrogène, ça durait un certain temps. Alors donc, pas capable d'éteindre le feu, j'ai donné l'ordre de sauter. Parce que le pilote, c'est lui qui était le capitaine de l'avion, comme le capitaine du bateau. C'est lui qui donne l'ordre, puis il faut qu'il saute en dernier. Puis il doit être bien certain que tout le monde a sauté à bord de ça. Alors, là, les contrôles étaient complètement finis. Les câbles étaient détruits. Ça tournait comme ça tournait dans le beurre, comme on dit. Là. Alors, à Halifax, il y avait un défaut. C'était un très bon bombardier. Il y avait un défaut, il pouvait tomber dans une vrille facilement. Alors, mon rôle, c'était de tenir l'avion au niveau pour que les membres de mon équipage sautent. Alors, le navigateur, le sans-filis mitrailleur, puis le bombardier pointeur, bien lui, sautait dans le nez de l'avion ici, là. Il y a une trappe. Voyez-vous? Alors, le navigateur se tenait ici, et ici, en dessous, le bombardier pointeur ici, le sans-filis mitrailleur ici, l'ingénieur était à côté de moi ici, il pilotait ici. Alors, il y a une trappe ici, là. Puis là, il sautait à travers la trappe.
Il fallait sauter debout, puis plonger dedans. Alors, ça avait l'air à bien aller de ce côté-là. Ici, mon mitrailleur, le mot français, Upper Air Gunner. Je cherche le mot français, pour ça je ne trouve pas là. Mon mitrailleur qui était au-dessus, ici, là, et le mitrailleur de queue. Alors, les autres, mon mitrailleur de queue, il dit, goodbye, je m'en vais. Salut. Lui, c'était assez facile de sauter en autant que sa tourelle n'était pas figée. Alors, mais je n'étais pas 100% sûr. Alors, mais j'ai découvert après qu'il avait sauté. Donc, tout le monde sort. Là, c'est mon tour à sauter. Et pendant ce temps-là, l'avion est tombé dans une vrille. Alors, c'était assez difficile pour rejoindre la fameuse trappe. Alors, c'est la force centrifuge me collait au plancher, elle monte, descend. Bon, il fallait absolument. Là, j'étais prêt, là, moi, j'ai dit, j'étais prêt à mourir. C'est peut-être la fin, je pense. Là, à ce moment-là, il nous vient toutes sortes de choses dans la tête. Hein? On dirait que toute notre vie, là, se passe rapidement. Mais par contre, encore une fois, je vous répète, je ne veux pas faire d'ostentation, rien de ça. Et là, j'ai prié, évidemment. J'ai demandé au Seigneur et à sa divine mère, si vous voulez que je survive, si vous pensez que je peux faire quelque chose de bien dans la vie, aidez-moi à sortir. Sinon, je suis prêt. Venez me chercher. Finalement, j'ai réussi à atteindre la trappe. J'ai sauté, mais pas debout, parce que les pieds en avant, puis protégé pour être capable pour éviter des blessures. Alors, une fois sorti de là, ça tournait, puis c'était l'enfer. Hein? Et il s'agissait maintenant d'ouvrir le parachute. Parce que pendant que j'essayais de sortir, j'étais, voyez-vous, à environ 19 000 pieds, là. Alors, passer 10 000 pieds, si vous manquez d'oxygène, vous manquez d'oxygène, passer 10 000 pieds. Alors, l'oxygène nous aide à contrôler les mouvements. C'est le cerveau qui contrôle nos mouvements. Alors, les gestes, on pense qu'on fait des gestes rapides, mais les gestes sont lents. Alors là, j'ai sauté. Finalement, il s'agissait d'ouvrir le parachute. Le parachute avait une poignée ici, là. Là, j'ai eu beaucoup de misère à atteindre la poignée. C'est comme si j'avais pris un poids de 75 livres, puis d'essayer d'atteindre la poignée. Et je ne comprenais pas. Je l'ai compris par après. Mais aussitôt là, que j'ai réussi à atteindre la poignée, je descends encore au bout de mes doigts. Là, j'ai tiré, puis le parachute est ouvert. Là, c'était le calme. Complètement, je n'attendais plus rien. Très calme. Je ne savais pas à quelle hauteur j'étais, du tout. Dans la noirceur totale. Bon, alors, les anges gardiens, j'y pensais pas beaucoup, moi, à ce temps-là. Mais là, j'y ai pensé. J'ai dit, pour moi, c'est un ange qui me retient. Ah, j'ai dit, c'était calme. Là, j'ai dit, comment je vais arriver à terre? Bon. Alors, j'aperçois, passer à travers un nuage, vraiment, je vois en bas un autre. Pour moi, ça paraissait comme un nuage, mais c'est pas ça. C'était de la rosée, n'est-ce pas? C'était l'hiver, évidemment. Alors, la rosée, là, ça faisait comme un nuage. Alors, je me suis dit, à un moment, je dois avoir environ 5000 pieds à descendre. Aussitôt, j'avais fini de penser à ça, je tombe. Je tombe parfaitement. Ça donne une bonne secousse. Puis, c'est musculaire, ça. Alors là, une fois rendu à terre, il fallait détacher notre parachute. Puis là, je me suis tenté un peu pour voir s'il y avait quelque chose à casser. Non. Merci, mon Dieu, tout est correct. Bon. Mais il fallait atterrir le parachute. Mais atterrir le parachute l'hiver, là, c'est pas faisable. Hein? Ça prend
l'été, vous pouvez toujours avec vos mains faire un trou puis camoufler le parachute. Non. Alors, juste le parachute-là, notre premier devoir, c'était maintenant de se sauver, de rejoindre les Alliés. Mais compte tenu que j'étais dans le centre-nord de l'Allemagne, en plein hiver, eh bien, les Alliés n'avaient pas traversé la vallée de la Ruhr, donc c'était demander l'impossible. L'été, ça aurait été peut-être possible, mais encore. Alors, les Allemands, il n'y avait pas d'Allemands alentour, rien de ça. Les équipages qui se faisaient descendre, bien, le lendemain matin, ils nous cueillaient tout simplement. Il y en a qui ont réussi une journée à essayer de sauver, mais c'est pas possible. Tout le monde a été ramassé le lendemain, incluant votre humble serviteur. Alors moi, j'ai essayé de me sauver. Je me dirigeais vers la Hollande, vers le nord, et j'ai marché plusieurs milles, plusieurs kilomètres, et j'ai eu... à un moment donné, je suis arrivé près d'une ferme allemande, et puis là, j'ai pêché par excès de confiance, parce qu'il faisait noir, il n'y avait plus personne, rien. Alors, j'ai longé la maison, puis là, il y a quelqu'un qui est sorti de la maison, il m'a vu. Alors là, je me suis caché dans un fossé, et puis là, il est sorti 3-4 hommes pour me ramasser, mais j'étais tout près d'eux, j'étais dans le fossé, couché dans le fossé, ils ont passé. Je les attendais à marcher à côté de moi, là, et puis ils se parlaient en allemand, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Ils ne m'ont pas vu. Alors là, je me suis endormi. Et c'est le froid qui m'a réveillé. Puis là, j'ai marché pour me dégourdir un peu, essayer de me sauver, puis je ne sais pas qui c'était pour arriver. Inutile de vous dire que j'ai prié aussi. Là. Alors, à un moment donné, je pensais, j'ai dit, il faut que je m'en aille vers le nord. Donc, je suis arrivé à une fourche des chemins. Et puis, je me dirigeais, j'ai pris la partie gauche. Or, j'ai fait à peu près une quinzaine de pas. Puis là, il y a 2 jeunes Allemands qui sont sortis avec des mitrailleuses. Là, ils m'ont pointé. Alors, j'ai levé les mains. J'ai été fait prisonnier. Alors, c'est ça, quelle heure est-il? Est-ce qu'il... Ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure? Encore une demi-heure. Encore une demi-heure, là? OK. Alors, ça, c'est un... Ce soir-là, on était à 550 et peut-être un peu plus que 550, mais je sais que 50 bombardiers ont été descendus. 50 bombardiers. Qu'est-il arrivé? Moi, quand je suis arrivé à terre, je pensais de voir tous les membres de mon équipage en autour de moi, parce que j'avais déjà vu un film américain avant la guerre, et puis ou plutôt pendant la guerre, au début de la guerre, les gens se font descendre. Là, à un moment donné, ils se ramassent tous ensemble, puis je commence à voir, bon, OK, boys, bon. Moi, je pensais de voir, non, c'est pas ça. Quand l'avion fait, disons, 1 minute dans l'air, ben, c'est plusieurs 1000 pieds à terre, comprenez-vous? Alors, pendant que les gars sautaient, bon, mon avion continuait, était dans une vrille, mais tout de même, la distance n'était pas la même. On arrive à terre. Alors, je me suis mis à crier après les autres. Là. Pas de nouvelles, rien. Alors, là, j'ai compris ce qui s'y était arrivé. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est des jeunes Allemands. Mais j'ai été chanceux. Je suis tombé avec des Allemands, des jeunes Allemands de l'aviation. L'aviation allemande, l'aviation anglaise, il y avait comme une certaine chevalerie, là. Ils se respectaient les uns les autres. Et il n'est pas question d'être bousculé ou quoi que ce soit. Au contraire, il y a beaucoup de respect. Mais quelqu'un qui tombait entre les mains des SS ou de la Gestapo, bien là, c'était très, très dur. Très, très dur. C'est pas la même mentalité. Donc, j'ai été fait prisonnier cette nuit-là, et puis j'ai été changé de camp de transition, des camps de prisonniers, et à chaque camp, c'était un questionnage, des questions
quasiment un lavage de cerveau. Alors, disons que je vais... Moi, j'ai pas... Tiens, ça ici. Bon, je reviendrai au camp de concentration tout à l'heure. Ça, c'est pour vous donner une idée. Quand on faisait un bombardement, voyez-vous, c'est pas ce... Moi, j'étais pas là, ce bombardement-là. C'est juste pour illustrer ma pensée. Alors, il y avait un point de rassemblement avec tous les équipages, un point de rassemblement dans le sud de l'Angleterre. Et puis, vous voyez ici, là, la cible était Leipzig. Alors, on larguait des bombes ici, puis le bombardier pointeur, évidemment, en larguant les bombes, prend une photo pour être bien certain qu'on a été au-dessus de la cible, parce que malheureusement, avant quand il ne prenait pas de photo, il y a certains équipages prétendaient d'avoir été sur la cible, ils restaient de nombre d'heures en l'air, puis revenaient avec le même trajet, mais ils se sauvaient de la cible. Mais là, la photo, c'était les deux raisons pour le démontrer si on avait réussi à atteindre la cible. En même temps, ça prouvait qu'on avait été là. Comprenez-vous? Alors, il prenait la cible, puis quelques secondes, 3 minutes avant d'arriver à la cible, il fallait être au niveau. Et là, indépendamment de ce qui pouvait arriver de chaque côté, une fois rendu à la cible, là, environ 30 secondes, on prenait une photo, et là, le bombardier pointeur nous disait les bombes sont larguées, et photo, il donnait le signal de retourner. Alors là, on tournait ici, puis on revenait à notre base. Vous voyez d'autres, pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui circulaient ici, là, voyez-vous. Ça, c'était pour, vous voyez un pointillé, là, ça, c'était pour faire la diversion, mêler les Allemands. Parce que des chasseurs pouvaient aller là, mais c'était juste pour faire diversion. Alors que la cible principale était là, bien, les chasseurs pouvaient attaquer ce groupe-là, mais sans aucune importance, comprenez-vous? Alors, vous voyez ici, sur cette carte-là, maintenant, Düsseldorf. Ça, c'est le fameux bombardement de jour que j'ai fait. Et Hanovre, vous voyez Hanovre ici, voyez-vous? Alors, c'est là que j'ai été descendu. Bon, alors, je reviens au camp de concentration. C'est un peu décousu, je m'en excuse. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, j'ai passé de différentes de camps de prisonniers de guerre, des camps de transition, où on subissait un interrogatoire assez intensif à chaque fois. Et évidemment, disons que, comme prisonniers de guerre, on était protégés par la Convention de Genève. Il y avait des prisonniers de guerre allemands ici au Canada. Il y en avait en Angleterre. Eux aussi étaient protégés par la Convention de Genève. Nous étions protégés également par la Convention de Genève. Sauf quand on tombait entre les mains des SS et de la Gestapo. Heureusement, je n'ai pas subi cette expérience-là. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les 6 membres de mon équipage ont sauté. Par contre, je reviendrai tout à l'heure, il y en a 2 que je n'ai jamais revus. Alors, j'en parlerai tout à l'heure de ça. Alors, dans différentes stations de prisonniers de guerre, là, mais c'était interdit pour les Allemands de prendre nos vêtements. Comme raison, on avait des foulards de laine. On nous enlevait des foulards de laine. J'avais un magnifique gilet de laine, 100% laine, qu'il fallait rouler pour nous tenir au chaud dans l'avion. Enlève le gilet. Enfin, il nous restait juste le veston, une chemise, nos pantalons, mais ils enlevaient même nos bottes pour donner d'autres sortes de bottes.
Alors ça, c'est compréhensible parce qu'il manquait beaucoup de choses en Allemagne. C'est compréhensible, ça ne l'est pas non plus. Ils n'ont pas respecté, certains Allemands n'ont pas respecté la Convention. Mais aucune torture. Ça, par exemple, je dois l'admettre. Alors, tout ça, finalement, pour arriver... Attendez un peu. Bon. Là, on peut le montrer, celui-là, monsieur. Là, alors, il y a moi, je suis le seul prisonnier, rendu à un certain camp. Il y a deux, trois autres, ainsi de suite. Ils nous groupaient même. Et puis, finalement, on se ramassait avec une cinquantaine de prisonniers. Mais à la toute fin seulement. Alors, donc, en passant dans différents camps, c'était le silence, pas le droit de parler, c'était... comment dirais-je, pas le droit de regarder, on voyageait par train ou par camion, pas le droit de regarder à l'extérieur. Pourquoi? Parce que si quelqu'un voulait se sauver, il voulait savoir où il était exactement. D'ailleurs, les stations de chemin de fer n'étaient pas indiquées du tout. On a complètement perdu. À moins d'avoir vécu en Allemagne, on ne savait pas où on était du tout. Alors finalement, en passant, voyez-vous, d'un arbre ici, je peux descendre ici, passer par divers camps de concentration pour aboutir finalement au camp de concentration principal, ici. Alors, vous voyez, ça lui donne une idée. On passait par différents endroits, différentes stations. On débarquait, puis des fois, pour leur but, évidemment, c'était de briser le moral également. Il fallait briser le moral des prisonniers. D'ailleurs, c'est ce qu'Hitler avait écrit dans son livre. Les prisonniers de guerre seront traités pour respecter la Convention de Genève, mais lui, son but, c'était de briser le moral des prisonniers. Alors, ici, j'avais débarqué à une station et on a marché à une autre station. On faisait beaucoup de marches, hein, d'une station à l'autre. Puis des fois, les gardes nous gardaient à l'extérieur, puis allaient manger, puis là, on attendait à l'extérieur. C'était pas chaud. Mais là, je ne me plaignais pas encore une fois. Hein, j'étais volontaire, puis j'étais prêt à subir les conséquences. Alors, ici, à Cologne, ça, je me souviendrai comme c'était hier, nous avons marché et nous avons passé devant la cathédrale de Cologne. Vous savez qu'il y a eu des jeunesses qui se sont réunies à Cologne, à la cathédrale. Alors, c'est une cathédrale magnifique. La cathédrale est presque intacte, parce qu'il y avait on peut dire intacte, en autant que je suis concerné. En entour, c'était détruit complètement. Alors, c'est au petit matin, on passe devant au petit matin, vers 7 heures du matin, on passe devant cette cathédrale. Là, on voit les Allemands sortir des caves, comprenez-vous, de leur abri souterrain. Là. Alors, ils s'en vont au travail. C'était assez impressionnant, ça. Alors, donc, en passant dans le Cologne, on aboutit ici à Francfort. C'était l'endroit où on était questionné à fond. Les Allemands cherchaient à savoir toutes sortes de choses. On a passé 8 jours, une petite chambre, là, un genre plus petit qu'une chambre de retraite fermée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces chambres-là. Là. Et puis, un petit calorifère dans le coin, puis un lit avec un matelas de paille. Là, on est seul, évidemment. Et puis, c'était en hiver, c'était pas chaud, évidemment. Ils gardaient leur chaleur et ils essayaient d'économiser le plus de chaleur possible, les Allemands également. Alors, c'était pas chaud. Puis là, à un moment donné, on entendait un petit déclic. Il y avait cette barre de calorifère-là. Là, tout de suite, je sautais sur cette barre-là pour me réchauffer un peu. Là, mais là, tu commençais à réchauffer. Il fermait. Tout ça, vous savez, pour affecter le moral. Et puis, c'est comme des prisonniers. Si on voulait aller à la chambre de bain, aux toilettes, il fallait tourner une clé. Et puis là, le garde venait nous chercher avec un fusil. Et puis,
On allait à la chambre de toilette, mais toujours seul. On voyait aucun camarade. Aucun. C'est la solitude complètement. Là, c'est là qu'on fait des cauchemars aussi. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on a un traumatisme. Je ne connaissais pas le mot à l'époque, mais j'ai trouvé ça assez démoralisant. Donc, pendant plusieurs jours, disons 4-5 jours seul, à un moment donné, la porte de la cellule ouvre, c'est un major qui se présente avec un garde, fusil, tout ça. Alors, il fallait, nous autres, la règle du jeu, là, c'est que il fallait respecter les officiers allemands, comme les Allemands respectaient nos officiers. Alors, il fallait être gentleman avec les officiers. Alors, je me lève debout et il dit, à l'époque, j'étais sergent, hein? J'étais sergent. Alors, sergent Cauchy, en un français impeccable. Suite, ça nous intimide. Alors, suivez-moi. Bon, alors, on suit, ça va à son bureau, et en ouvrant la porte du bureau, une chaleur intense. Là, on vient mou comme de la guenille, et puis, reste debout, asseyez-vous, s'assoit. L'idée de ça, c'est que on vient mou, comme si je n'avais plus de volonté. Puis là, il nous questionne. Puis, il cherche à savoir des différentes choses, mais il en savait plus long. On va dire une chose, il en savait plus long que nous autres à la fin de la guerre. C'était à la fin de la guerre. Mais questionnage, quand même. Puis, en rentrant, il y avait une carte là au mur, là. Une carte comme on avait dans les avions, avec un certain trajet qu'eux autres avaient imaginé pour, voyez-vous, le genre de choses que je vous ai montré tout à l'heure, avec des flèches, et ainsi de suite. Puis là, il me demande, c'est bien ce trajet-là que j'avais suivi. Ah, non, il ne fallait pas répondre. Hein. Il fallait dire juste notre rang, notre nom. Non, je ne sais pas, c'est le navigateur qui a ça. J'essayais comprenez-vous, de m'aider un peu. Mais le type, c'est un major. Il parlait très bien français, un homme très poli. Alors, ça l'a fait sourire, évidemment. Puis, il n'a pas su grand-chose de moi, mais il en savait beaucoup. Hein. Alors là, il avait réuni les noms de mon équipage. Les autres, leur idée, c'était d'avoir tout l'équipage réuni. Là, il commence à me dire certaines choses sur l'escadrille. Il y avait une espèce de chemise rose, là, vous, la chemise, puis il y avait la photographie de notre terrain, de notre terrain à l'escadrille. Je le vois encore, un petit bois à gauche, puis toutes les pistes d'atterrissage, tout ça. Et il dit, vous êtes surpris que j'aille ça? C'est rien. Tourne la page. Il dit, votre commandant est tel, là, il dit, il n'est pas très, très brillant, parce qu'on avait un très bon commandant, mais il a été remplacé par un autre. Et il dit, il parle trop. Il dit, il a passé une entrevue avec un journaliste espagnol, puis il dit, il s'est apparu dans les journaux espagnols, en tous les cas. Puis il dit, un tel, là, ce soir-là, il y a un soir, là, il a été descendu au-dessus de votre... il y a eu un accident, les deux avions se font... C'était terrible, puis il nomme le pilote, tout ça. Alors, tout ça pour nous prendre par surprise, parce que comment se fait-il qu'il sait tout ça? Il dit, vous êtes surpris? Bien, là, il commence à me dire d'autres choses. Par contre, son dossier était épais de même. Mais tout ça, c'est pour nous émerveiller. Peut-être qu'il y avait 3-4 informations, mais ça donnait l'impression qu'il y en avait beaucoup, mais faux. J'ai su ça après la guerre, moi, toutes ces choses-là. Alors, c'était pas mal embêtant, toutes ces histoires-là. Puis moi, je questionnais. Finalement, qu'est-ce que vous allez faire après la guerre? Moi, j'étais tellement content d'être vivant. Et puis, je voulais remercier le Seigneur. Ah, j'ai dit, je pensais à ça. Ah, j'ai dit, je vais faire un prêtre. Ah, c'est très bien, un peu ça. Je connais un prêtre à Vienne. Bon. Alors, là, c'était fini le questionnaire. Je lui parlais de toutes sortes de choses. Donc, un gentleman. Alors, une fois qu'on a fini cette interrogation-là, il nous laisse, on se réunit dans un grand corridor en bas, et puis,
Et là, les gens, bon, là, on se voit, je reconnais les membres de mon équipage, d'autres sont blessés. Comment ça va? Là, les gens parlent trop. Pendant ce temps-là, il se fait un enregistrement, il y a des micros dans le corridor. Alors, ils prennent toutes sortes d'informations de cette façon-là, comprenez-vous? Alors, à partir de là, il fallait s'en aller au camp permanent. Le camp permanent. Mais avant d'aller au camp permanent, il y a un autre camp ici où on se fait questionner, mais là, ils prennent des photos. Des photos pour faire un dossier avec nous. Et puis avant de prendre des photos, ils nous réunissent dans une grande salle, puis il faisait froid, tout ça. Là, il nous disait, écoutez, si vous essayez de vous sauver, vous êtes tué automatiquement. Ça fait drôle de se faire dire ça tout de suite. Là, ils prennent des photos. Le lendemain, ça, c'était un camp, il y avait beaucoup d'Américains là aussi. Le lendemain, on embarque dans un train, un char pour les animaux, là. Vous savez, des chars qu'on me voyait dans les films, là, puis j'ai juste une petite fenêtre, pas une fenêtre, mais une ouverture dans le haut du char. Alors, ils nous ont, excusez le mot, ils nous ont pacté là, dans la moitié du char. On était collés comme des mouches. Et puis, les deux gardes avaient pris l'autre moitié du char. Du wagon, plutôt. Alors, on est parti d'ici, on s'est en allé ici au camp principal à Barthes, entre Stettin et Rostock, sur les rives de la mer Baltique. De quelle heure est-il, non, là? 8 heures, 8h30. Faut que j'arrête à... C'est une quinzaine de minutes. 15 minutes, faut que j'arrête à 10 heures. Oh, pas tôt. Alors, on a commencé à 8h30, 9h30. Je pensais que c'était à 2 heures. M. Labbé vient de me dire qu'on n'est pas limité par le temps. Donc. Non, non. Alors, mais je pense que vous m'aviez dit 2 heures, vous? On peut prendre 3. Non, 2 heures, ça va être... parce qu'autrement, ils vont dormir. Ils vont dormir, non? Alors, oui. Non, vous me ferez signe quand tu seras rendu à 2 heures, là, parce que je ne veux pas abuser de votre hospitalité non plus. Bon, alors je disais que... J'étais rendu où, là? Ah oui, 3 jours et 3 nuits dans ce char-là. Mais auparavant, on nous avait donné un paquet de Croix-Rouge. Alors, on ménageait le paquet de Croix-Rouge. Tellement tassé qu'on s'assoyait à tour de rôle. La moitié s'assoyait, l'autre debout. Et ainsi de suite. Fait que des fois, il y avait 2-3 gars de mon équipage qui étaient avec moi, avec nous. D'autres, c'était des camarades de guerre, tout simplement. Et c'est des gens qu'on ne connaît pas, mais tout de même, il y a une certaine fraternité. Alors ça, j'ai trouvé ça fatigant aussi. Tout le monde a trouvé ça fatigant. On arrive au camp ici, on débarque à Barthes, une petite station de chemin de fer. On n'a pas besoin de vous dire qu'on est fourbu. Là, on marche jusqu'au camp permanent, sur les rives de la mer Baltique. Pas besoin de vous dire, là, on nous dirige dans des baraques. Moi, notre baraque, moi, c'était dans un camp d'Américains. Disons que de ce camp-là, à Barthes, là, c'est incroyable. Il y avait de tout près de 10 000 Américains. Et près de 2 000 British. Quand je prends British, c'est des Anglais d'Angleterre, des Canadiens, des Australiens, des Néo-Zélandais, Français, des Polonais, etc. 2 000. Parce que ces équipages-là voyageaient de nuit. Et puis, ils étaient là. Il y en a qui étaient là depuis le début de la guerre, vers 39-40. Mais le bout du camp, le groupe américain, là, bien, les baraques étaient construites sur des pilotis pour éviter, n'est-ce pas, de creuser des tunnels. Dans la vieille partie du camp, bien, c'était à ras la terre. Mais jamais personne, dans le coin où nous étions, là, il n'y a pas un prisonnier qui était capable de se sauver. Impossible. Alors, donc, on nous a placés dans un camp. C'était un camp d'officiers. J'ai jamais été capable de comprendre parce que moi, à l'époque, j'ai été officier, mais je ne le savais pas.
On me l'a dit, j'ai été nommé officier pendant que j'étais au camp de concentration, mais je l'ai su seulement quand je suis revenu en Angleterre. Alors donc, je ne comprends pas qu'on était dans un camp d'officiers, on était là quand même. Alors donc, on nous envoie on nous a emmenés dans une baraque. Le quartier c'était une chambre environ 20 par 22. Et puis, vous l'avez vu dans des films aussi, c'est des lits à 3 étages. C'est bord en bord d'un mur, puis il y a 3 étages. Et c'est comme un poulailler ensemble, là, tu sais, et avec des paillasses en paille. Et ça parvient, on était très bien, tellement fatigués, là, que pour nous autres, c'était une survie. Là. Alors, on avait notre paquet de croix rouge et tout ce qu'on faisait, on mettait tous ensemble. Tout le monde vidait son paquet de croix rouge, on donnait ça, puis on nommait un cuisinier. Alors, le cuisinier était nommé, on nommait un président de la chambre, ainsi de suite, alors pour qu'il y ait de l'harmonie le plus possible. Il y a différentes races là-dedans, il y a différents caractères. On était 20 dans une chambre, 20 par 22. Alors, c'est pas mal tassé, hein? Une petite table dans le centre, et puis tant mieux si on était tassé, parce que c'était pas chaud. C'est la même température qu'au Canada. Puis cette année-là, en Allemagne, c'était un des hivers les plus chauds, les plus froids de plusieurs années, comprenez-vous. Faisait absolument... mais encore là, il ne faut pas se plaindre. Hein? On voulait d'aventure, on voulait faire la guerre. Maintenant, endure. Alors, étant donné que c'était, moi je fais descendre le 5 janvier 1945, alors c'est pas été longtemps, prisonnier, j'ai été 4 mois et demi, disons, mais la guerre a fini le 8 de mai, et on a sorti du camp le 13 de mai. Ça, c'est une autre histoire. Alors, moi, j'ai trouvé ça très, très long. Et il y a différents caractères, il y en a qui... Mais la première semaine, là, tout le monde parle de toutes sortes de choses. Après ça, ça parle juste de nourriture. Qu'est-ce qu'on faisait dans un camp de concentration? Dans une chambre comme ça, il y avait une quinzaine de chambres pour les officiers, les différentes, à peu près le même nombre de personnes par chambre. Et chacun faisait son affaire, mais tous les matins, il y avait un place le roll call, il y avait moi, ce qu'on dirait en français, l'appel. On sortait à 8 heures du matin, en plein hiver, et puis là, tous les baraques se vidaient, hein? Tout le monde dehors. Alors, on se mettait en rang 3 par baraque, là. Alors, les Allemands nous comptaient, un Allemand en avant, l'autre en arrière, puis là, ils disaient, bien, je n'ai, mettons, 130, bien, il fallait qu'ils arrivent au même chiffre. Mais les gardes allemands qu'il y avait là, c'était pas des gradués de l'université, certains n'étaient pas forts en mathématiques. Ils pouvaient nous compter 3-4 fois. Ils pouvaient nous compter 3-4 fois. Ils disaient, bon, hein, en allemand, là, non, elle recommençait à compter. Est-ce qu'il s'était voulu? Peut-être. Pour nous démoraliser, c'était pas chaud. Mais ils vont-tu finir par avoir le bon chiffre, ça, non? Après ça, ils s'allaient la compter ailleurs. Puis pendant ce temps-là, on était là, on attendait en rangée de 3. Puis là, on faisait comme de la gymnastique pour se chauffer. Et puis, on savait que les Russes avançaient très, très vite. On avait su ça, que les Russes avançaient beaucoup. Alors, les Américains, quand on faisait ce genre de gymnastique-là, ils disaient « Commande, Joe! Commande, Joe! » Joe Staline, il disait à Joe Staline d'avancer. En tous les cas. Une fois que, là, on était gelés comme des rats, puis là, on pouvait s'en aller, nous laisser tranquilles jusqu'au soir, vers 4h30, qui recommençait à nous compter. Pour être bien certain que personne ne s'était évadé.
Une fois que c'était fini, là, on rentrait dans nos baraques, puis on avait juste une couverture pour nous protéger, puis là, on n'avait plus de gilets de laine et ces choses-là. Là. Alors, on rentrait dans la baraque, puis on s'étendait sur le lit pour essayer de se réchauffer avec une couverture. Mais le paquet de Croix-Rouge, là, ça ne durait pas longtemps, le paquet de Croix-Rouge. Mais étant donné que c'était à la fin de la guerre, les moyens de communication étaient paralysés, les chemins de fer bombardés. Alors, les civils eux-mêmes manquaient de nourriture. Puis nous, on n'avait plus de paquets de Croix-Rouge. Pas de paquet de Croix-Rouge. Il y en avait dans l'entrepôt, on le sait après, mais les Allemands ne le donnaient pas. Les civils avaient faim, et vous aussi, ils allaient avoir faim. Donc, on avait, d'après la Convention de Genève, on devait avoir le strict minimum. On avait tant de grandes, n'est-ce pas, à respecter. Mais ils ne pouvaient pas le faire. Il en manquait eux-mêmes. Alors, à partir de fin janvier jusqu'au mois d'avril, au début d'avril, c'était la disette totale. Au fait, c'était un excellent moyen pour maigrir. Là, on maigrissait à vue d'œil. Il n'y a pas de... Et puis, tout ça, là, tu sais, le moral commençait à se ressentir. Le plus dur dans ça, c'était les rumeurs. Bon, il disait, quelqu'un a pris une nouvelle, la guerre va finir dans 15 jours. Oh mon Dieu, c'est beau. Hein? Non, ça va finir dans 2 jours. Alors tout le monde était stimulé au maximum. La rumeur était excellente. On va être libérés finalement. À un moment donné, on savait la vérité finalement. Là, le moral tombait à dos. Tombait à zéro. Ça fait peut-être les Allemands qui partaient de toutes ces choses-là. Il y avait un haut-parleur dans la grande baraque, là, puis il faisait jouer de la musique classique, parfois, des débuts, des strophes de musique classique, des Chopin, mais les Américains, c'était des jeunes, c'est du jazz qu'ils voulaient, ils ne voulaient pas écouter ça. En tout cas, ça ne durait pas longtemps, cette musique-là. À un moment donné, bien, il faisait jouer, comme par exemple, pour les Français, il y avait quelques Français libres, il faisait jouer des chansons françaises. Une chanson d'Irène Nilda, ça disait « Mon petit papa, quand tu reviendras, oh, la belle journée. Oh. » Les Français, le moral, c'est baissant, là, ça n'a pas de sens. Même pour les Canadiens aussi, hein, ceux qui comprennent le français. Alors, tout ça, là, pour briser le moral, hein, des rumeurs. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Non, j'ai trouvé ça... la chose la plus dure possible, c'est de partir des rumeurs. Hein? C'est les rumeurs. Ça, c'était épouvantable. À part ça, inutile de vous dire, qu'est-ce qu'on faisait dans un camp de concentration? En temps normal, il pouvait avoir une vie assez, si on peut dire, assez normale, comme prisonnier. Il y avait des paquets de Croix-Rouge. Il y a la Croix-Rouge, soit dit en passant, l'unité de la Croix-Rouge, moi je ne suis pas ici aujourd'hui. On avait la Convention de Genève qui nous protégeait, mais la Croix-Rouge fournissait, par exemple, pour les Américains, il y avait des gants de baseball, des balles de baseball, des battes de baseball. Alors, même en hiver, des fois, ils jouaient au baseball. Ça. Puis, il y avait du volleyball, il y avait une petite bibliothèque française, là, quelques livres, c'était des livres d'enfants. Mais tout de même, si quelqu'un voulait lire en français. On pouvait écouter de la belle musique. Il y avait une chambre, là, on pouvait aller écouter de la musique, mais quand il faisait froid, là, aller écouter la musique, j'y étais quelques fois, moi, c'était des 10, des 45, là, de la belle musique, mais je faisais tellement froid, on ne se rendait pas au bout. Il y avait des cours, des cours de mathématiques, il y avait des cours d'anglais, et puis on allait dans une chambre, on était tellement gelé, crayon, papier. Moi, j'ai suivi les cours d'algèbre, parce que c'est là qu'a été mon problème, moi, dans mon cours classique. J'avais manqué mes examens d'algèbre, puis j'avais repris ça, puis je l'avais manqué encore. Alors, j'ai dit, il faut absolument que je règle mon problème d'algèbre. On ne pouvait pas écrire. Alors, tout ça pour vous dire, il y avait toutes sortes de choses pour distraire, mais on ne pouvait pas le faire en hiver. C'était pas possible. Alors, on restait dans notre chambre pour se réchauffer, parce qu'on manquait de charbon. Alors, ce qui est arrivé dans les gros froids, là, comme je vous dis, là, il y avait à 3 étages, là, hein, le matelas, c'était du bois de pulpe, l'écorce de bois de pulpe. C'est ça qui faisait on s'appuyait là-dessus. Là.
Alors là, on arrachait une planche ici, une planche là. Il y avait un petit poêle dans le coin, là. Puis là, on chauffait avec ça pour se chauffer un peu, là. Mais ça ne durait pas longtemps. À un moment donné, il fallait arrêter parce qu'il y avait plus de place pour s'étendre. Le derrière passait dans un trou, puis ça. On était... Mais quand on est jeune, on peut puis brûler, on va se fatiguer au dormant. Et puis, évidemment, pas de nourriture comme ça, les reins étaient affectés. Alors, toute la nuit, là, on attendait à marcher. Il y avait le nom m'échappe d'un coup, là. C'est qu'un urinoir, il y avait un urinoir au bout de la baraque. Ça allait dehors, ça. Il n'y avait pas de fenêtre, c'était un trou énorme. Et puis, il faisait froid là-dedans. Alors, toute la nuit, on attendait à marcher. Les gens qui allaient à l'urinoir. On pouvait y aller 4-5 fois par nuit. Alors, c'est pour vous dire qu'on était pas mal maganés. Alors ça, mais encore une fois, c'est pas une plainte, c'est fait comme ça. Et puis, finalement, il a commencé à faire beau au mois d'avril. Et puis, là, encore les rumeurs. À un moment donné, on a entendu des coups de canon du côté des Russes. Mais les Russes avançaient plus vite que les Alliés. Alors, nous autres ici, voyez-vous, à Barthes, là, bon, les Russes avançaient ici, les Alliés ici. Tiens, on va vous montrer une chose. C'est important. Ça, c'est mars 45. Bon, voyez-vous, juste sur les bords de la mer Baltique, il y avait un petit bois, là, des épinettes, là, je suis à côté. Après ça, c'était la plage. Puis tout alentour, là, du camp ici, là, c'était du sable, là. On voyait le village de Barthes, un peu plus loin. Alors, probablement qu'il y a plusieurs années, c'était de l'eau. Du sable, beaucoup de sable. Quand il ventait, du sable, il y en avait dans les chambres, partout. Bon. Alors donc, les Russes avançaient ici. Voyez-vous comment il allait vite, là? Puis, les Alliés avançaient ici. Donc, Hitler avait donné l'ordre aux Allemands, aux armées allemandes, en reculant, c'est-à-dire en retraitant, de retraiter avec les prisonniers de guerre. Alors, nous, il a été question de ça, qu'on fasse la grande marche, là, qu'on appelle, pour se retraiter avec les Allemands. Mais le commandant du camp, vu qu'on était près de 10 000 Américains, c'était un Américain qui était commandant, parce que vu qu'il était majorité, la grande majorité était américain, alors le commandant du camp, il fallait que ce soit un Américain. Alors, le colonel Zenke, qui s'appelait, alors il a rencontré, quand on a été libérés, il a rencontré le commandant allemand, il voulait qu'on fasse la marche. Lui, il dit non, il n'y en a pas question. On ne fera pas la marche. On va se battre, tout ça, mais on ne fera pas la marche. L'Allemand a accepté. Pas fait de marche. 2 fois, on est sorti du camp pour marcher, puis on est revenu. Alors, le 30 avril, le 29 avril, si ma mémoire est bonne, oui, le 29 avril, le 29 avril, on apprend que les Allemands étaient partis. Il y a eu un dernier appel, là, ils ont compté ces prisonniers. Puis à un moment donné, l'Allemand, le commandant allemand, c'était Heil Hitler, hein? Enfin, il a fait ça de même. All is kaput, ça veut dire tout est fini. On est fini. Alors ça veut dire c'est la libération qui s'en vient. Donc, les Allemands sont partis. Dans la soirée, vers la fin de l'après-midi, il est arrivé les Russes, le 30 avril au soir. Les Russes sont arrivés, quelques pelotons. Alors, les autres, ils ont remplacé
des gardes allemands dans les tourelles. Là. On était surveillés par des Allemands, n'est-ce pas? Alors, les Allemands partis, là, on est devenus comme prisonniers des Russes. Alors, les Russes, là, il y avait une guerre froide là, qui commençait à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans votre histoire. Alors, les Russes aussi, il y avait beaucoup parmi ces Russes, là, de Mongols, des gars tough, là, des durs, là, des yeux en amande. Là. Alors, ils entraient dans les différents camps, là, dans les différents enclos. Il y avait plusieurs enclos. Hein. Alors, ils voyaient une montre. Donne-moi ta montre. Puis ils ne demandaient même pas, ils arrachaient la montre, puis ils gardaient. On nous avait dit, gardez vos montres, montez vos montres, cachez vos montres. Alors, c'était des durs de durs. Mais le commandant, c'était tout de même un vrai Russe. Donc, après avoir toutes sortes de discussions, bien, la guerre, finalement, a fini le 8. Et puis, on est encore prisonniers, nous autres. Parce que les Russes voulaient nous faire passer par la mer Noire. Oui, ça, c'est le dernier, ça. Les Russes voulaient nous faire passer par la mer Noire, puis retourner en Angleterre par bateau. Mais l'Américain, il dit non. Non, il n'y en a pas de question. Alors tout ça, ça parlementait, puis ça prenait du temps. La guerre finie. Finalement, l'Américain a gagné son point. Il dit, ça va être les bombardiers américains qui vont venir nous chercher. Alors, à 4 milles de là, il y avait justement un terrain d'aviation. Et on a marché le 13. On est sorti du camp, on a marché là. Et les premiers qui étaient libérés, évidemment, c'était les plus vieux prisonniers. Alors, à la toute fin, vu qu'on faisait partie de l'Empire britannique, bien, ils nous ont campés avec des Anglais d'Angleterre. Alors, on a été parmi les premiers partis. Ça, je vous montre j'aurais dû vous le montrer avant, mais voyez-vous là, comment c'était là? Ça ici, ça c'est... Quelle date que c'est celui-là? 1er mars 45. C'est 1er mars 45. Voyez-vous? Ça, c'est quand on a su là, qu'ils s'en venaient les autres. Là. C'est ça là, j'aurais dû montrer, voyez-vous? Ça ici, c'est Barthes. Alors, c'est les Russes ensemble qui... D'où étaient des Russes, je me demande qu'est-ce qui serait arrivé. Alors, finalement, le 13... oui, il faut dire que quand les Russes nous ont libérés, là, ils ont débloqué des paquets de Croix-Rouge. Vous n'avez pas besoin de vous dire qu'il fallait être prudent avec ça, parce qu'il y en a qui ont tombé à deux maintenant. Ça a été une dysenterie générale. Heureusement, j'ai été très prudent sur ce côté-là, mais tout le monde avait été averti pour pas manger trop, là, trop vite, parce qu'il y avait beaucoup de chocolat là-dedans, il y a toutes sortes de choses. Alors, le 13, on est parti, on a marché jusqu'au camp d'aviation pour finalement être transporté par les B-27 dans le sud de l'Angleterre. Ça, il y a tellement d'émotions, là. Quand on a su qu'on était pour être libéré, là, c'était incroyable. Merci, mon Dieu, merci, merci. C'était... Moi, le camp de concentration, pour moi, c'était une expérience, vous allez trouver peut-être ça drôle, une des belles expériences de ma vie. Parce que ça m'a fait réfléchir énormément. J'étais à la bibliothèque française, une petite bibliothèque, là, puis il y avait un livre de Pascal. Pascal, quand vous lisez Pascal, vous avez moins froid. Par contre, c'est un janséniste. Alors, j'étais devenu un peu comme ça. Mais ça a été extraordinaire comme expérience spirituelle. Entre autres, pendant qu'on était prisonniers, il y a des aumôniers qui étaient descendus avec leurs troupes. Et puis, ils étaient faits prisonniers temporairement parce que l'aumônier pouvait retourner en Angleterre. Alors, il y a des aumôniers qui disaient leur messe. On était 12 000 en tout, près de 12 000 en tout et partout. Là, ils venaient dans notre chambre. Qui c'est qui veut servir la messe? Personne ne voulait y aller. Moi, j'y étais.
Moi, j'allais me servir la messe. Et puis, c'était des messes en latin. Alors, c'était la même messe, moi, que j'avais servi au Collège de Lévis. C'était la même prière. Je me sentais chez nous, là. Ça faisait chaud au cœur, je n'avais pas d'idée. C'est inoubliable. Alors, c'était le petit hôtel miniature, le style. Qui veut servir la messe? Personne ne voulait y aller. Moi, j'y étais. J'allais me servir la messe. Et puis, c'était des messes en latin. Alors, c'était la même messe, moi, que j'avais servi au Collège de Lévis. C'était la même prière. Je me sentais chez nous, là. Ça faisait chaud au cœur, je n'avais pas d'idée. C'est inoubliable. Alors, ça m'a aidé à passer cette expérience-là de camp de concentration. C'était très enrichissant pour moi. Je n'ai pas peur de le dire. Alors, donc, en arrivant en Angleterre, bien là, c'était l'abondance de voir des gazons verts, là, de verts magnifiques. On nous a servi du pain blanc. Alors, le pain blanc, c'est quelque chose, ça. Parce que nous autres, comme prisonniers, c'était du pain noir. Et à un moment donné, on avait juste une tranche de pain noir le matin, une tranche de pain noir le midi, puis une autre le soir, puis une espèce de brouhaha, là, le midi, de l'eau chaude avec des herbages. On était supposé avoir de la viande, mais il n'y avait plus question, mais c'est compréhensible, les civils d'eux-mêmes n'avaient pas. Alors, quand on arrive en Angleterre, ils nous servent du thé puis du pain blanc. Ça, du pain blanc, c'est quelque chose. Moi, le pain, là, il ne faut pas jeter jamais du pain. Il faut jamais. Et puis là, les femmes, c'était des aviatrices qui étaient habillées en civil. On a trouvé que les femmes étaient très jolies. Toutes les femmes étaient belles. On a trouvé que toutes les femmes étaient belles. Ah, ben, c'est très gentil, ça, c'était long. Puis on nous a transportés par camion à Bournemouth. À Bournemouth, dans le sud de l'Angleterre, c'est un endroit pour les touristes, dans le temps de paix. C'est un magnifique endroit, c'est merveilleux. Et les hôtels avaient été réquisitionnés par l'armée. Alors, il n'y avait plus de tapis, rien de ça. Mais il y avait des lits avec matelas, s'il vous plaît. Et puis, on pouvait prendre un bain. Il y avait des serviettes. Alors, c'était l'abondance pour nous. La première fois couché entre deux matelas blancs. C'est merveilleux. Avec un pyjama de la Croix-Rouge. Un pyjama de la Croix-Rouge. Le lendemain, c'était dimanche. Ah, j'ai dit, il faut que j'aille à la messe. Il y avait une chapelle catholique. Alors, je m'enligne pour aller à la chapelle. Qu'est-ce que je vois arriver? Un gars de Lévis, un nommé Carbonneau. Ah ben, le monde est petit. Il arrête, il est en bicycle, puis ça, il arrête. Il dit, salut, ça. Ah, ben, je dis, où est-ce que tu vas? Je m'en vais à la messe. Ben, je veux moi y aller avec toi. Ben, à la messe. Après ça, il m'a emmené à sa chambre, il m'a fait manger des carrés d'érable, en sucre d'érable. Et on a eu bien du plaisir ensemble. Et puis, alors là, évidemment, il fallait aller changer. Ils nous ont donné un autre uniforme. C'est un uniforme de combat, là. Un veston, puis pantalon, et puis chemise, sous-vêtements, etc. Prendre une douche, puis tu peux faire les cheveux. Tu sais ça, faire les cheveux. Là, quand tu m'as fait les cheveux, il y avait un paquet de sable dans les cheveux. Je n'avais dans les oreilles partout. Mais par rien, on était libres. Et par la suite, bien des prisonniers de guerre avaient la priorité de retourner au Canada avant les autres. Alors, une semaine après, on est parti pour le Canada dans le Pasteur, si ma mémoire est bonne. Alors, il y avait du monde sur ce bateau-là, c'était épouvantable le monde qu'il y avait là. Il y avait du monde. Alors, comme moi, je suis arrivé là, parmi les derniers, puis ils m'ont envoyé dans la cale. On était à plusieurs, là, dans le cale, puis on couchait dans un hamac. Il y en a qui n'étaient pas de bonne humeur, ils ont dit non, c'est de misère. On débarque. Ils ont débarqué. Ben moi, j'ai dit, je reste ici. Je quitte à coucher sur le plancher, je veux voir mon pays. J'étais couché près de l'hélice, là, ça tournait, hein?
Et puis après ça, rendu à Halifax, je suis monté sur le pont. Et puis j'avais un de mes amis de la Beauce, qui est malheureusement décédé. On aimait ça chanter ensemble. Et puis en arrivant à Halifax, là, ça a été un grand bonheur. Un grand bonheur. Là, je voyais mon pays, ma belle province. Puis Halifax, dans ce temps-là, c'était pas beau, hein, Halifax. C'était pas une belle ville. Mais j'ai donc trouvé ça belle. J'ai dit, c'est une belle ville, Halifax. Puis voir les montagnes, puis le beau ciel, là, fait que mon Rancourt et moi, on s'est mis à chanter au Canada, mon pays, mes amours. Puis il y en a d'autres qui ont enchaîné. Alors c'était c'est tellement d'émotions, trop d'émotions en même temps. Puis là, on a embarqué dans le train, puis on nous a servi du rose beef, imaginez-vous donc, du pain blanc, puis des légumes. Alors c'était à l'abondance. Finalement, on est arrivé à la Chine, et c'est là que on se rapporte à la Chine, et puis on s'est dit, bon, enfin, on va coucher dans un autre, des baraques, mais ça fait rien. Ils ont des belles couvertures, ils ont des beaux draps. Bon, là, on se dirigeait vers un grand hangar. Un grand hangar. On dit, pourquoi qu'ils nous font passer là? On dit, bien d'aller tout seul dans la baraque. Là. En ouvrant les portes, là, il y a la fanfare de l'aviation qui se met à jouer, de la marche de l'aviation. Oh, ça, c'était émouvant encore. C'était quasiment des larmes aux yeux. C'était beaucoup de bonheur. Et on voyait des mères de famille là, qui venaient rencontrer leurs garçons. Ça s'embrassait, tout ça. Moi, dans mon cas, j'étais de Lévis, fait que mon frère qui était là, il est venu me trouver, et puis on a jasé ensemble. Bon. Il nous a servi du café, puis encore du sandwich au pain blanc. C'était le bonheur. Fait qu'on s'est couché dans la baraque. Le lendemain, on a pris le train pour Lévis. Ah, ça, encore une fois, c'est pas d'idée. Comment est-ce que j'ai trouvé qu'on avait un beau pays, une belle province. Puis il y a tellement d'abondance. Puis on se sentait libre. La liberté, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'on s'est battu. La liberté, parce que la guerre, c'est pas beau, c'est pas intéressant. Mais avec le régime nazi, on ne pouvait pas accepter ça. Vraiment, j'y croyais à la liberté et je croyais qu'il fallait défaire les nazis. Ça, c'est certain. Mais c'est pas drôle. Les êtres humains qui s'entretuent. Hein? Mais c'est ça, c'est la guerre. Puis, malheureusement, ça existe encore. Alors, je suis arrivé à la maison et puis ça a été encore une fois beaucoup d'émotions. Mon mère m'a donné un repas. Moi, j'étais un gros mangeur. Et puis du rose beef, puis quelque chose, là, son repas merveilleux. Et puis elle me donne ça. Manger à table, une nappe blanche, il y a du sucre sur la table à la profusion, il y a du beurre, il y a du lait. C'est tellement de choses, là, ça n'a pas de bon sens. La transition était très rapide. Puis, j'ai été capable de manger seulement que le quart de mon assiette. Alors, maman m'a dit, tu n'aimes plus ça? Je dis, non, moi, pourquoi, là? Je suis plus capable. Alors, l'idée, c'est que, comme prisonnier de même, on mange très peu, l'estomac rétrécit. Et puis, on ne peut pas, graduellement, ça revient, mais il y a des jolies crampes d'estomac. Tout de même, là, c'est revenu. Et alors, le lendemain, je vais terminer après, ce sera pas long. Le lendemain, c'était des élections. Moi, je vais m'asseoir dans le salon, puis il y avait un pôle, là. Mon père avait loué la maison pour un pôle. Puis je suis fait sortir du salon. Il n'y a pas d'affaire ici. Souvent, c'est pourquoi je voulais écouter la musique. Alors, ça commençait drôlement. Le surlendemain, mes petites sœurs, les deux dernières, mes deux sœurs que j'adorais énormément, je les aimais beaucoup, on était 9 chez nous. 6 garçons, 3 filles. Alors, les deux dernières, mon père avait promis qu'il était sur chemin de fer, les amener à Montréal pour une vacance, parce qu'ils avaient bien réussi dans leurs études. Fait qu'ils ont dit, Jean, ça fait quelque chose si on partait pour Montréal, une récompense? Oh, ben, j'ai dit oui, certainement. Là, je me suis ramassé tout seul dans la maison. Je viens de vous dire que je broyais du noir, je sorte de choses. Il y a un de mes amis
il vient me trouver, il dit, Jean, il dit, t'es pas pour rester ici un dimanche tout seul. Moi, il dit, j'ai une blonde. Il dit, viens avec moi, je vais te présenter une belle fille. OK, ça marche. On s'en va à Beaumont, pas loin d'ici, là, Beaumont. Puis, c'est beau, Beaumont. Hein. Dans ce temps-là aussi, il n'y avait pas de développement comme il y a aujourd'hui. Mais j'ai toujours aimé ça, cet endroit-là. Alors, un magnifique chalet. Il y avait 6 filles là-dedans. Puis, la mère de famille, toutes des belles filles. C'était encore l'abondance, comprenez-vous? Ça fait que là, il me présente une fille. Puis, cette fille-là, ben, écoute, elle me snobait un peu. Ça me faisait rien, ça ne me dérangeait pas. Et finalement, moi, c'était le coup de foudre. Puis, elle m'a tombé là. C'est une femme intelligente, une femme de belles manières, très jolie, puis avec les qualités voulues. Voyons, non, finalement, sa mère m'invitait régulièrement. Puis on se baignait dans le fleuve, puis tout ça. Là. C'était de belle vie. Alors, moralité, je tombe en amour avec par-dessus la tête. Alors, je l'ai connue vers le 25 juin. Le 22 août, je l'ai mariée. Alors, ça s'appelle se marier vite, hein? Là, ça paraissait mal, ça. Ça paraissait mal. Ben, quelqu'un qui connaît une fille demain, il se marie vite. Il y a un problème. Alors, tout le monde, même dans ma famille, ils ont pensé que ma femme était... Moi, je trouvais ça tout à fait normal. C'est que... Mais non, ils vont être heureux. J'ai trouvé le bonheur tout d'un coup. Alors, je me marie. Mais c'est pas ça. Ça fait comme un froid, là. Finalement, j'ai une fille... mon aînée, c'est une fille. Elle est venue au monde 10 mois après mon mariage. Là, tout le monde était content. Alors, depuis ce temps-là, bien, ça fait 60 ans que je vis avec la même femme, puis je suis marié. Elle n'est pas remplaçable. Alors, c'est ça.